Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général de La République En Marche. Quand vous avez entendu hier Christophe Castaner, qui est quand même le ministre de l'Intérieur, qui est évidemment de vos rangs, qui a lancé comme une petite vengeance contre Olivier Faure, qu'il avait lui aussi eu des problèmes de couple à propos de l'affaire Griveaux, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Christophe Castaner a dit qu'il regrettait ses propos, s'ils ont blessé Olivier Faure. Ce que je me dis surtout, c'est qu'il faut passer à autre chose. C'est que la vie politique, ça peut pas être un feuilletonnage. C'est lui qui a remis une pièce dans la machine, si je peux me permettre quand même. Des uns et des autres. Olivier Faure, précédemment, avait lui-même parlé d'alcoolique anonyme en parlant de membres du gouvernement, de la majorité. Je crois que tout ceci n'est pas à la hauteur. Il faut qu'on se concentre sur le fond. La vie politique, ça n'est pas ça. Vous savez, Apolline de Malherbe... Là, vous me déroulez votre... Non, je crois qu'on vient de vivre. On vient de vivre ces dernières jours. Ce n'est pas un discours. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il faut passer à autre chose. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui a quand même un rôle extrêmement important, qui prend ça avec une forme de légèreté. Notre démocratie. Ça n'a pas abîmé aussi ça? Il y a quelques jours, nous avons vécu les épisodes que vous connaissez. C'est marrant, parce que vous continuez. Je vous interroge, mais alors vous êtes dans votre... Mais je vous dis ce que je pense. La vie politique, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être le déballage personnel. Que vont dire les jeunes qui ont envie de faire la politique aujourd'hui? Que c'est ça? Que c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment? Que c'est les déballages sur la vie personnelle? Ça ne peut pas être ça. Et donc ce que je dis, c'est que Christophe Castaner a dit qu'il regrettait ses propos. Je crois qu'il a eu raison de le dire de cette façon-là. Moi, je ne dis pas autre chose ce matin. Et je dis, passons à autre chose. Parlons du fond. La vie politique, ça ne peut pas être ça. Moi, encore une fois, je pense aux jeunes. On va attirer dans la vie politique qui? Les vertueux? Non. On va attirer les pires personnes de la vie politique si jamais ils se disent que c'est ça la politique. Stanislas Guerini, Christophe Castaner, il est ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut comme ça avoir cette légèreté régulière à dire, après à regretter, enfin sur une question sur laquelle vous êtes en pointe depuis quelques jours, la question de la séparation entre la vie privée et la vie publique, balancer comme ça à l'antenne et en pâture des éléments de la vie privée de quelqu'un comme Olivier Faure. Est-ce que ce que c'était digne? Je crois que Olivier Faure avait, par ses propos, blessé. Aussi, par ses propos précédents, par ses propos sur Benjamin Griveaux. Olivier Faure qui avait dit: un ministre qui considère qu'il peut se livrer à ce type d'envoi, c'est la preuve d'une légèreté incroyable. Et ce à quoi donc Christophe Castaner a répondu: les politiques doivent rester des femmes et des hommes, sinon ils se coupent de la réalité. Sous-entendu, on peut continuer à draguer, bon voilà. Mais il rajoute: j'ai été surpris d'entendre à votre micro Olivier Faure, je le connais bien, je l'ai accompagné dans ses divorces et ses séparations, j'ai été étonné de ses leçons de morale. C'est pas très élégant, quoi. Mais ce que Olivier Faure avait dit me semblait décalé. Benjamin Griveaux, puisque c'est de lui dont il parlait, est dans cette affaire une victime. Une victime. Et je crois si les vidéos n'avaient pas existé, il n'y aurait pas une victime. Est-ce que cette question peut être posée ou est-ce qu'on n'a pas le droit de la poser? Mais je crois encore une fois qu'il ne faut pas confondre les choses. Benjamin Griveaux uniquement victime. À aucun moment vous n'estimez qu'il y a eu une légèreté, pour reprendre les mots d'Olivier Faure. Ensuite, sa vie personnelle, ça le regarde. Ça le regarde. Et donc il ne faut pas confondre les choses. Donc je crois que les propos d'Olivier Faure étaient décalés. Christophe Castaner a regretté les siens à l'encontre d'Olivier Faure, mais la vie politique, j'insiste sur ça, ça ne peut pas être ça. On ne doit pas la vivre comme un feuilleton, on ne peut pas la vivre comme une série télévisée aujourd'hui. Il faut que l'on revienne au fond, il y a des sujets qui sont trop importants pour les Français. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite? Qui regardent la démocratie. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite, Stanislas Guerini? Est-ce que ça veut dire que désormais ça a créé un précédent? Est-ce que vous allez tous vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête? Je crois que ça doit nous interroger sur notre démocratie. Plus largement, je parlais de ce qui était arrivé à Benjamin Griveaux ces derniers jours, mais on peut remonter aussi à la campagne présidentielle, quand il y a eu une fake news sur un pseudo-compte en banque aux Bahamas. Vous vous rappelez, c'était à la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle. Tout ça est dangereux pour notre démocratie. Il y a des gens, en France, à l'étranger, qui veulent déstabiliser les démocraties occidentales aujourd'hui. On le voit élection après élection. Donc oui, je suis inquiet. Et je crois que tous les démocrates, que tous ceux qui croient en la démocratie devraient partager cette inquiétude. Moi, je souhaite que l'on lance une réflexion sur la façon de protéger notre démocratie. Il faut mobiliser tous les outils juridiques. On a fait quelques avancées en la matière depuis le début du quinquennat, mais ça doit être aussi une bataille culturelle, une bataille de formation, des juges, des policiers. Plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, vous dites il y a des gens qui veulent déstabiliser la démocratie en France et à l'étranger. Le mot à l'étranger, il est évidemment pas anodin. Est-ce que ça veut dire que vous estimez que ce dont Benjamin Griveaux a été victime peut être un complot mené depuis l'étranger éventuellement? Je n'ai pas d'informations précises à apporter.
Mais la question peut se poser, on voit qu'il y a un certain nombre de réseaux, des suspicions qui peuvent être données. La justice est en train de travailler sur cette affaire, c'est elle qui devra dire ce qui est avéré ou pas. Moi je ne viens pas devant vous avec des informations nouvelles sur le sujet. Mais on le sait, on l'a vu aux États-Unis, on le voit en France, il y a des volontés de puissance de l'étranger de déstabiliser nos démocraties. Je crois que ça, c'est avéré et nous devons nous protéger. C'est un bien trop précieux, la démocratie, pour les laisser faire. À propos de Piotr Pawlenski, qui a tout à fait assumé avoir été l'auteur de ce site internet qui a donc diffusé ces vidéos. Il est en France sous le statut de l'asile politique. Est-ce que vous estimez qu'il faut véritablement prendre des mesures pour qu'il n'ait plus ce statut ? Je crois qu'il faut qu'il soit jugé. C'est important que ce soit la justice qui parle aujourd'hui. Je ne crois pas que de ce fait d'actualité, on doive en tirer une conséquence de changement de législation sur ce qu'est l'asile aujourd'hui. L'asile, c'est un droit sacralisé. Et c'est surtout une affaire judiciaire aujourd'hui. C'est un droit sacralisé, y compris quand finalement, comme ça a sans doute été le cas, et encore une fois il sera jugé, mais en tout cas dans ses propos il l'assume comme tel, il a pu fragiliser, on le voit bien, toute la classe politique est sonnée, la France, c'est-à-dire le pays qui l'accueille et qui lui donne l'asile. Est-ce que dans ce cas-là, l'asile tient encore ? Mais je crois qu'il faut avant tout ne pas tirer des conséquences trop hâtives sur l'ensemble du droit d'asile dans le pays. Je crois que ça serait dangereux là aussi. Je ne vous interroge pas sur l'ensemble du droit d'asile, je vous interroge sur son cas personnel. Ce personnage-là doit être jugé, on doit faire confiance à la justice de notre pays. Maintenant, il a été identifié et on doit aller au bout de l'affaire judiciaire. Vous avez dit qu'il fallait des mesures pour protéger davantage. Vous avez parlé de responsabiliser davantage les juges, les réseaux sociaux. Ça passe par quoi ? La formation, notamment. Quand on écoute les spécialistes de ce domaine-là, on voit que nos policiers, nos juges ne sont pas toujours formés à ces questions-là, pour pouvoir réagir vite, pour pouvoir bien réagir. Et donc on doit mener cette réflexion. Cédrico, le ministre en charge du numérique, justement, mène ces réflexions pour essayer de faire en sorte que notre culture pour protéger notre démocratie soit plus robuste aujourd'hui. Eh bien, il faut mener toute la réflexion pour aller le plus loin possible. Je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, mais je crois que c'est un combat qui devrait nous réunir. Toutes celles et ceux qui croient dans la démocratie. On ne doit pas faire de mauvaise politique là-dessus. On doit se dire que c'est un bien trop précieux qu'on doit protéger. Et donc dans tous les champs de la société, éducationnelle, à l'école, protéger les enfants sur ce qu'ils font sur Internet, former nos policiers, former nos juges. Dans tous les champs, nous devons mener cette réflexion et pousser au bout tous les éléments qui nous permettent de mieux nous protéger. Vous parlez de responsabilité, de vigilance, si on vous écoute. Est-ce que malgré tout, je repose la question, même si j'entends bien que vous ne voulez voir Benjamin Griveaux que comme une victime, et on est tous d'accord que ce qui est arrivé, en tout cas, est une déflagration pour la vie politique, mais quand même, est-ce qu'on a le droit de poser la question de la responsabilité d'un ministre en exercice, puisqu'il était membre du gouvernement quand il a partagé ses vidéos, qui envoie des vidéos à caractère sexuel à une personne qui a pris contact avec lui? Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire preuve justement de cette responsabilité, de cette vigilance? Mais vous savez, je crois qu'il ne faut pas mélanger. Quand on est ministre, je veux dire, morale, je parle pas de. Oui, mais c'est dangereux, vous voyez. Je ne parle pas de la morale, ce qui fait, mais le fait d'envoyer des vidéos, c'est-à-dire un support qui existe, de dire que un support qui, une fois qu'il existe, existera toujours. Est-ce que c'est pas donner quand même des billes? Je crois que c'est une pente dangereuse que de se dire que parce qu'on est ministre, on doit avoir telle ou telle vie absolument bien rangée, etc. Non. Je crois qu'il faut, dans le cadre politique, alors attendez, Salvini, on va être très très clair. J'ai absolument fait aucun jugement sur ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Mais simplement, la question, c'est donner un support. Non, moi, on fait ce qu'on veut dans la vraie vie. Mais on sait le danger des réseaux sociaux. On sait aussi que quand on crée une preuve, un élément, qu'on l'envoie sur les réseaux sociaux, il existe à tout jamais et il peut être en quelque sorte un jour agité contre vous, ce qui a été évidemment le cas. Moi, je vous parle de cette responsabilité-là, quand on est ministre en exercice. De cette affaire. Je crois que ces vidéos, elles n'avaient pas vocation à avoir justement pouvoir être conservées. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous savez bien que ça n'existe pas. Demain, du coup, si on vient hacker les téléphones portables, si on vient voler dans votre téléphone, dans mon téléphone, les photos qui s'y trouvent, les messages qui s'y trouvent, on trouvera toujours quelque chose pour dire. Pas les photos qui s'y trouvent, là, c'est les photos qui ont été envoyées. Il y a une action. Pardon, mais demain,
on viendra capter sur un téléphone portable, je crois que c'est assez facile à faire, l'ensemble des SMS. Moi, je ne vous parle pas de ce qui se passe demain, je vous parle de ce qui s'est passé hier. Mais moi, je vous parle de notre démocratie et des dangers pour notre démocratie. Si on vient vider un téléphone portable de toutes les photos qui s'y trouvent, de tous les SMS qui s'y trouvent, on trouvera toujours un message pour dire, regardez, il a eu des mots sur telle ou telle personne. Qui est capable de dire, qui n'a pas un jour écrit un texto courroucé en disant celui-là en le traitant de nom d'oiseau? Ça peut arriver, ça peut arriver. Il faut qu'il y ait une vie privée pour les hommes et les femmes politiques aussi, même s'ils sont ministres, parce que sinon c'est très dangereux, parce que sinon on poussera toujours le curseur un cran plus loin, et on dira, regardez, il ne dit jamais de gros mots à l'antenne, mais il en dit dans sa vie privée. Regardez, il dit qu'il est camarade politique de celui-là ou celui-là, mais il l'a traité d'un nom d'oiseau. Eh bien, c'est très dangereux. Il faut en convenir. C'est pour ça que je suis prudent sur ces questions-là. Pardon, mais c'est pour ça que je dis attention aux pentes glissantes sur ce qu'est la vie privée des hommes et des femmes politiques. Et vous réfléchissez donc à la République. Vous réfléchissez donc, ils n'ont pas à être des super-héros. On n'attend pas ça quand même un peu d'un homme politique. Mais pardon, je rebondis sur votre expression. La responsabilité et l'exemplarité. Mais demander aux hommes et aux femmes politiques d'avoir une vie privée, morale, totalement bien rangée, eh bien je crois que ça ne doit pas être l'affaire de la politique. Et sinon, c'est dangereux. Et sinon, on offre aux ennemis de la démocratie, parce que je considère que le personnage que vous avez cité est un ennemi de la démocratie, eh bien effectivement, des balles contre la démocratie. Stanislas Guerini, du point de vue de la politique et de la campagne de Paris, c'est donc Agnès Buzyn qui prend la suite de Benjamin Griveaux. On le voit dans les 2 sondages qui sont sortis depuis, il n'y a pas d'effet Buzyn. D'abord, je ne crois pas. On voit qu'il y a dans le sondage qui est sorti un rebond, une dynamique. Il faut savoir que c'est un sondage qui a été mené au moment où elle annonçait sa candidature. Donc elle n'avait pas encore eu l'occasion même de s'exprimer sur sa vision de Paris, ce qu'elle commence à faire aujourd'hui. Je crois que c'est là qu'on verra une dynamique dans cette campagne. Ce qu'on voit dans ces sondages, c'est qu'il y a une envie de changement à Paris. La maire sortante est à un niveau très faible pour une maire sortante. Aux alentours de 23% en fonction des différents sondages. Ce changement, je crois que le vote utile aujourd'hui pour pouvoir porter un projet de changement, c'est celui d'Agnès Buzyn, et puis on le verra dans les semaines qui viennent. Il y a la question évidemment des alliances derrière, et bien sûr qu'avec La République En Marche, la question se pose d'autant plus que vous êtes à moitié à gauche, à moitié à droite, ou ni l'un ni l'autre. C'est pas comme ça que je vois les choses, pardon. Mais à Paris, il y a cette question, en tout cas, ça n'est pas binaire, loin de là, et on a Agnès Buzyn qui a dit qu'elle avait voté Delanoë. Est-ce que ça veut dire qu'au 2e tour, elle pourrait éventuellement voter Anne Hidalgo ? Mais qu'est-ce que c'est qui est l'héritière ces dernières années de Delanoë, Cette ville a été administrée de façon clivante, par la gauche et par la droite. Un maire central qui administre la ville avec les arrondissements de droite quand il est de droite, avec les arrondissements de gauche quand il est de gauche. Tout cela a abîmé Paris. Ce que porte justement Agnès Buzyn, c'est une capacité à rassembler pour de vrai, réellement, à administrer cette ville avec des maires d'arrondissement qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite. Mais je pense qu'on peut rassembler. Je pense qu'on peut vraiment rassembler et justement porter ce changement. Il faut vous le pensez, mais dans les faits, vous n'y arrivez pas. Il faut donner beaucoup plus de pouvoir aux maires d'arrondissement pour traiter les questions du quotidien, les questions de propreté particulièrement. Eh bien, si on ne sait pas se mettre un peu au-dessus de la mêlée, justement ne pas avoir cette réflexion, ça c'est un maire d'arrondissement de droite, je ne travaillerai pas avec lui, ça c'est une maire d'arrondissement de gauche, je ne travaillerai pas avec elle. Tout ceci a abîmé Paris, a créé une ville qui est aujourd'hui une ville en désordre. Et ce que Agnès Buzyn va apporter, sa capacité justement à avoir cette façon de travailler transpartisane, c'est justement cette capacité à administrer et à remettre de l'ordre dans notre capitale. Quand on voit que Gérard Collomb lui-même est en difficulté à Lyon, qu'est-ce que vous vous dites, que quand même ces municipales, c'est mal barré pour vous ? D'abord, la campagne de Lyon n'est pas jouée du tout. Gérard Collomb est en tête dans les sondages. Et donc, je crois qu'il y a un lien particulier entre les Lyonnais et Gérard Collomb. Et nous allons mener cette campagne, évidemment, jusqu'au bout. Moi, j'ai fixé des objectifs très clairs pour ces objectifs, pour cette campagne municipale, lesquels ? Pour La République En Marche. D'avoir demain beaucoup plus d'élus locaux. C'est pas difficile, vous n'en avez pratiquement pas. On a environ 2000 élus locaux aujourd'hui. L'objectif n'est pas très élevé quand même. Et nous voulons multiplier par 5. Mais si nous faisons cela, alors on fera un pas de géant. Un pas de géant non pas pour le plaisir d'avoir gagné telle ou telle ville, mais pour pouvoir être utile aux Français. Parce que c'est ça la vie politique. On considère toujours les élections comme une fin en soi. Eh bien nous, à La République En Marche, on ne considère pas les élections comme une fin en soi. On considère les élections comme un moyen pour pouvoir être utile. Et si demain,
partout en France. Il y a beaucoup plus d'élus locaux progressistes qui travaillent avec la majorité présidentielle. Eh bien, je pense que ça sera utile pour le pays parce que ça donnera une cohérence d'action. Ça nous permettra de faire en sorte que tout ce que nous faisons depuis le début du quinquennat à l'Assemblée nationale, ça puisse trouver justement une transformation plus concrète sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on va changer la vie de nos concitoyens. Quand on voit ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, et notamment ce débat sur la réforme des retraites, il y a un certain nombre de députés de vos rangs qui commencent à dire que c'est difficile sur le terrain et qu'ils ont le sentiment que ces municipales, ça va être un moyen pour les électeurs de dire ça suffit, et notamment sur cette question de la réforme des retraites. Est-ce que vous le ressentez ? Vous savez, moi, quand je regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment, je participe au débat. Débat houleux, hein ? Oui, débat indigne. Ça n'est pas la démocratie, les débats à l'Assemblée nationale. Nos oppositions ont décidé de saboter ce texte. Au moment où on voulait baisser le nombre de parlementaires, c'était la réforme constitutionnelle, ils nous ont empêchés de le faire. Ils ont trouvé la miraculeuse affaire Benalla et ils ont fait en sorte que nous ne puissions pas baisser le nombre de parlementaires. Ils ont trouvé, ils ont trouvé la miraculeuse affaire Benalla. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que c'est l'opposition qui a créé l'affaire Benalla pour ne pas avoir à faire la réforme de l'Assemblée nationale. Mais ils se sont appuyés sur cette affaire-là pour empêcher le débat à l'Assemblée nationale à ce moment-là. On voulait baisser le nombre de parlementaires. Vous auriez pu le faire revenir, ce débat. Vous-même, vous ne l'avez pas fait revenir, ce débat. Vous n'en avez pas fait votre priorité. C'était assez évident que nous ne pouvions pas à l'époque mener ce débat. Qu'à l'époque, vous n'ayez pas été audible, c'est compris, mais je vais essayer vous auriez pu décider de le remettre. On voulait baisser le nombre de parlementaires, ils ne nous ont pas permis de le faire. On veut supprimer les régimes spéciaux aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit. Ils ne nous permettent pas de le faire. Il suffit de regarder les débats. C'est indigne pour la démocratie ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale. Indigne. Je suis quand même un peu étonné de la lecture que vous faites a posteriori. L'affaire Benalla, c'est aussi de votre faute. Donc c'est pas de la faute des autres. Mais regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. En ce moment, regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale au moment où on voulait baisser le nombre de parlementaires. Ils nous empêchent de mener ce débat. Ça, ce n'est pas la démocratie. Nous pourrions avoir un débat de qualité avec des oppositions. On n'est pas obligé d'être tous d'accord sur les textes qu'on vote, mais il faut que le débat puisse se mener. Mais là, il n'y a absolument aucun fond, absolument aucune volonté de modifier le texte, de l'enrichir. Il y a une volonté de mettre le débat par terre. Moi, j'ai honte. J'ai honte pour le débat démocratique. Regardez la façon dont ça se déroule à l'Assemblée nationale. Et c'est une stratégie effectivement tout à fait assumée de la part de vos oppositions. C'est une stratégie assumée, mais il y a une sorte... Ça me met mal à l'aise de jubilation de la part de certains députés de l'opposition. En réalité, ils se régalent à mettre ce débat par terre. Bien moi, je trouve que c'est scandaleux. Et je crois que chaque personne, on a beaucoup parlé de démocratie dans notre entretien, chaque personne qui est attachée à la démocratie devrait s'indigner. Stanislas Guerini, vous avez dit il nous empêche. Est-ce que vous estimez que vous allez quand même réussir à tenir votre objectif, qui est d'avoir une première lecture de ce texte avant les municipales ? C'est notre volonté. On veut absolument aller au bout de ce texte. C'est tenable. Parce que c'est une réforme qui est utile pour les Français. Et nous avons l'esprit de responsabilité. Est-ce que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour y arriver, beaucoup de gens y qui nous compris disent, le 49.3 par exemple, pour accélérer les débats ? Eh bien, Apolline de Malherbe, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas parce que moi, je veux changer ce système de retraite injuste. On peut vouloir. Il y a un moment où si on ne peut pas, est-ce que vous utiliserez l'outil ? Nous répondrons à tout, y compris le 49.3 ? Avancer dans ce texte. C'est notre volonté. Nous n'avons pas voulu le 49.3. Ce n'est pas un objectif du gouvernement d'utiliser cet outil, qui est un outil démocratique par ailleurs. Mais ce n'est pas notre volonté de l'utiliser. Mais moi, je veux qu'on puisse aller au bout de l'examen de ce texte. Je ne veux pas que l'on cède à des oppositions irresponsables et qui fassent en sorte que nous ne puissions pas aller au bout de l'examen de ce texte. Nous sommes déterminés. Je comprends de ce que vous dites, Stanislas Guerini, c'est que si vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser le 49.3 pour pouvoir procéder à un vote, vous le ferez. Pas ma décision, c'est une décision du gouvernement d'utiliser le 49.3. Mais moi, ma volonté, c'est d'aller au bout de l'examen de ce texte. Et les choses se font devant les Français, en transparence. Chacun peut regarder ce qui se passe à l'Assemblée nationale, voir qui veut avancer, qui veut simplement bloquer les débats. Vous n'excluez pas, évident aujourd'hui qu'il y a une volonté de sabotage de ce texte parlementaire. C'est grave pour la démocratie et je ne veux pas céder à ceux qui veulent saboter la démocratie. Vous n'excluez pas l'utilisation d'un 49.3 si vous n'avez pas le choix. Je veux aller au bout de ce texte. Ce n'est pas le choix de cette majorité d'utiliser le 49.3, mais je veux aller au bout de l'examen de ce texte et le voter. On a bien compris que vous n'excluez pas cette possibilité si vous n'avez pas le choix, c'est bien ce qu'on comprend. Vous êtes un ami de Benjamin Griveaux, est-ce qu'il va bien ? Oui, c'est un moment pas facile pour lui.
pour sa famille, évidemment. Vous me posez une question personnelle qui me touche, évidemment, parce que quand on voit ses amis subir ce qu'il a subi, et j'insiste sur le fait qu'il est victime dans cette affaire, on en a parlé, eh bien c'est difficile, mais c'est quelqu'un qui est solide, qui a la tête haute. Je crois que le devoir des amis, puisque c'est ça votre question, c'est d'accompagner dans ces moments-là. Et du point de vue de son job, il est toujours député. Est-ce que vous l'invitez à revenir Est-ce qu'il reviendra? Moi, je l'invite à revenir, je l'invite à garder la tête haute, mais c'est un moment qui n'est pas facile. Donc il reviendra un jour ou l'autre dans l'hémicycle. Ce sera à lui de le dire, c'est pas à moi de le dire. Ça n'est pas exclu, en tout cas, à l'heure qu'il est pour l'instant. Aucune décision n'est prise. 7h54. Non, il y a marqué 7h54 sur mon horloge devant moi, mais en fait, c'est évidemment 8h54 sur RMC et BFM TV. Merci Stanislas. Merci à vous.